Chapitre 2. Les menaçantes promesses de M. Rigord Hidalf. Dehors, un vent houleux s'abattait sur l'auguste façade du manoir Hidalf. Au loin, un chêne qui se moquait d'un roseau se rompit le dos dans un craquement sonore. Une roulotte frappée par le vent approchait en se balançant de gauche à droite. Il était écrit en lettres vertes sur le flanc argenté du véhicule « Madame Chapelier, chapeau à la tête du client ». Un garçon vif, d'une sombre beauté, aux cheveux blonds et à l'œil noir, jaillit d'un bond de la roulotte sous les soupirs des deux sœurs Juliette. On ne pouvait certes pas dire que Mathieu Hidalf et Pierre Chapelier étaient de véritables amis et, pour cause, Mathieu avait pour seuls amis ses sœurs, son chien et le vieil archiduc de Darnard. Monsieur Hidalf exigeait de ses enfants qu'ils ne côtoient que la noblesse du royaume, ce qui l'arrangeait beaucoup, puisqu'il n'avait aucun enfant de l'âge de Mathieu dans la noblesse darnoise. À l'exception, bien sûr, de Marie-Marie du château Boisé, qui n'appréciait que les garçons grands et attentionnés, aux iris d'un bleu océan, sachant réciter de la poésie classique. Mathieu n'était ni grand, ni attentionné, et quand il répéta la seule poésie qu'il avait apprise d'un garçon d'écurie, Marie-Marie lui avait asséné un soufflet retentissant. Heureusement, plusieurs fois par an, lorsque M. Hidalf s'absentait pour défendre ses intérêts aux quatre coins du royaume, Madame Hidalf invitait le fils Chapelier au manoir. Alors, on se couchait sans regarder l'heure, on se levait sans regarder l'heure. Pierre dormait avec Mathieu sans regarder l'heure, et la plupart du temps, Madame Hidalf acceptait même que tout le monde dorme ensemble dans le grand salon. Mais depuis 2 ans, Mathieu avait à peine revu Pierre, parce qu'il avait été formellement privé de moments de joie par M. Hidalf. Quant aux rares fois où Madame Hidalf avait convié son ami en cachette, ce dernier avait mystérieusement décliné l'invitation. Lorsque le fils de la chapelière gravit les premières marches, Mathieu comprit qu'il se tramait quelque chose. Pierre avait toujours eu l'air soucieux. Il paraissait ce jour-là plus tourmenté que M. Hidalf en personne. Chaque muscle de son visage était crispé, et ses yeux étaient si noirs qu'on aurait pu y puiser de l'encre. Madame Chapelier arborait le couvre-chef le plus abominable que Mathieu ait jamais vu. L'emblème du royaume n'était autre qu'une buse. Pour fêter l'anniversaire du roi, la chapelière avait élaboré une coiffure pourvue de 2 grandes ailes en papier mâché qui battaient dans le vide, si bien qu'on aurait dit que la tête allait s'envoler. Arrivé au sommet des marches, sous le ciel obscur, Pierre Chapelier souhaita à Mathieu un bon anniversaire d'une voix inaudible. « Bon anniversaire, mon garçon !» répéta Madame Chapelier, qui semblait au bord des larmes. Madame Hidalf surgit à son tour et confirma les soupçons de son fils. Mathieu ne l'avait pas vue si tremblante depuis le jour de ses 8 ans. Il commençait à redouter l'annonce d'une terrible nouvelle. « Vous l'avez reçue ?» demanda Madame Chapelier d'une voix étouffée. « Oui », répondit fermement Madame Hidalf. « Elle est arrivée avec le courrier du consulat ce matin. Bien sûr, nous ne l'avons pas ouverte. Juliette est allée la chercher. » Hors d'haleine, la petite Juliette Derain sortit du manoir en courant contre le vent. Elle tenait une enveloppe blanche couverte d'un arbre miniature en or dont les branches repliées faisaient office de cachet. Pierre était devenu pâle comme un fantôme. Mathieu cessa brusquement de respirer lui aussi. Il lui semblait que cette lettre, oui, il la connaissait, aucun doute. Il s'agissait de l'arbre doré infalsifiable, l'arbre doré de l'élite astrienne. Au dos de l'enveloppe, le nom et le prénom de Pierre Chapelier se faufilaient entre les branches dignes du travail d'un orfèvre. « Tu as 12 ans !» balbutia Mathieu en l'attention de Pierre. « Comment ai-je pu ne pas y penser? Tu as 12 ans, tu as passé l'épreuve du prétendant, le plus difficile examen du royaume, et le seul qui puisse donner accès à l'école de l'élite. » « Et le verdict est dans cette enveloppe ?» conclut Madame Hidalf. La situation s'éclaircit aux yeux de Mathieu. L'école de l'élite était réputée extrêmement dangereuse. Nombreux étaient les enfants qui n'en sortaient jamais, et Madame Hidalf et Chapelier redoutaient sans doute que Pierre y soit accepté. Le cœur battant à l'unisson, Mathieu et Pierre s'étaient enfermés au sommet de la tour des enfants. Ils entendaient, derrière la porte, les chuchotements endiablés des 2 Juliettes et de Madame Hidalf et Chapelier qui se tenaient par la main. Plus sérieux qu'une enclume, Pierre regardait par la fenêtre 2 silhouettes s'agiter dans le bureau de maître Magimel, en se mordant la lèvre, tandis que Mathieu examinait l'enveloppe cachetée avec minutie. « C'est une vraie, annonça-t-il fièrement.
arbre infalsifiable conçu par ce bonnet de mage bergamote. Écriture de la comtesse d'Acour en personne. Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai étudié sa graphie. Est-ce que tu crois que j'ai la moindre chance d'être accepté à l'école? Demanda Pierre qui tournait en rond devant la fenêtre. J'ai tellement travaillé. D'après mon père, tu n'en as aucune, répondit calmement Mathieu. Oh, je n'aurais jamais dû me présenter, Admit faiblement Pierre. J'ai un simple fils de chapelier n'a aucune chance de réussir l'épreuve du prétendant. C'était une folie. Que dira Madame Edialf? Elle a dépensé une vraie fortune pour ma candidature. Oh, je ne dirai rien, père, Pierre, répondit la... Attends. Je ne dirai rien, Pierre, répondit la voix réconfortante de Madame Idalphe derrière la porte. Je sais que tu as fait tout ton possible. Ah, vous avez cette lettre, oui ou non renchérit Juliette Darin d'une voix suraiguë. Imperturbable, Mathieu soupesa l'enveloppe. Après tout, les Élitiens sont presque tous issus de la noblesse, reprit Pierre d'une voix tremblante. Attends. Après tout, les Élitiens sont presque tous issus de la noblesse, reprit Pierre d'une voix tremblante. Je peux te demander un service, Mathieu? Tu veux que je falsifie la réponse? Oh, je n'osais te le proposer. Pas te le proposer. Difficile, extrêmement difficile, mais avec 6000 diamantors de budget, tout à fait réalisable. Peux-tu l'ouvrir pour moi? Lâcha Pierre dans un souffle. Et me dire simplement non si je suis refusé. Une semaine tout au plus, calcula Mathieu, perdu dans ses pensées. À solution exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je prendrai l'argent sur le compte commun de papa et maman. Papa supposera que maman s'est offert de nouvelles robes importées de soleil. Maman imaginera que papa a encore eu besoin de liquidité pour une affaire qui se passe d'explication budgétaire. Mais pour 6000 diamantors, il faudra que ce soit une sacrée robe. Ouvre la lettre, s'il te plaît, répéta Pierre. Dis-moi non. Oui, rien de plus. Mathieu écarquilla les yeux et les posa sur l'arbre doré qui illuminait l'enveloppe. Que je l'ouvre? Son regard pétilla. Il fronça les sourcils, comme s'il hésitait. Puis il déchira brusquement l'enveloppe, en arrachant presque les 4 feuilles qu'elle contenait. « Nom de nom !» s'écria-t-il. Un instant plus tard, Mathieu Idalphe quitta solennellement sa chambre avec son visage des plus mauvais jours, si bien que les sœurs Juliette fondirent en larmes. Un instant plus... Attends. Si, j'ai lu ça. Je sais plus où j'en étais. Un instant plus tard, Mathieu Idalphe quitta solennellement sa chambre avec son visage des plus mauvais jours, si bien que les sœurs Juliette fondirent en larmes. « Les 4 juges ont-ils donc refusé Pierre ?» balbutia Madame Idalphe, partagée entre un sentiment de soulagement et de déception. Mathieu la dévisagea avec une froideur extrême. « Mère, si vous lisiez plus de fables pour les enfants, vous sauriez qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Contrairement aux apparences, je suis absolument ravi. » Les deux Juliette échangèrent un regard perplexe. Mathieu n'avait pas paru plus furieux depuis le jour calamiteux de ses 9 ans. « Es-tu sûr que ravi soit le mot qui convienne ?» bredouilla Madame Idalphe. « Oui, dit Mathieu au bord des larmes. Mais si je dois le répéter une fois de plus, je crois que même papa sera plus heureux que moi dans ce manoir. » Sur ces mots, Mathieu leva la lettre de l'école d'une main frémissante. Les 4 juges ont l'honneur d'informer Monsieur Pierre Chapelier de sa réussite exceptionnelle à l'épreuve du prétendant. Les 4 juges ont par ailleurs décidé, en considération des efforts que Pierre Chapelier a consentis, de lui accorder la bourse du mérite. À ce titre, l'école remboursera à Monsieur Rigor Idalphe, son tuteur financier, l'ensemble des frais occasionnés par sa scolarité. À compter du 3e jour du mois des rois, Pierre Chapelier, 12 ans, 2 mois et 4 jours, est officiellement devenu prétendant élitien. « La bourse du mérite !» chuchota Juliette Darin, émerveillée. Livide, Mathieu serra les dents. « Tu n'es pas content pour Pierre, Mathieu ?» demanda Madame Idalphe, effarée par l'attitude de son fils. « Pourquoi n'ai-je pas 18 ans ?» répliqua Mathieu. « Pourquoi n'ai-je pas 12 ans? Pourquoi n'ai-je pas moins ?»
Au moins 11 ans. Bien sûr, moi, j'ai un âge nul et inutile. C'est un scandale que je sois si jeune par rapport à mon intelligence. Vous avez fait exprès de m'avoir en troisième. Si j'étais né à la place de Juliette d'Or, je serais déjà apprenti lythien. Pierre sortit à cet instant de la chambre de Mathieu. Il avait revêtu un habit d'une finesse et d'une discrétion inégalables, noir comme la nuit, la célèbre Luide des Éliciens. À l'emplacement de son cœur, un tronc d'arbre doré, alimenté par des centaines de minuscules racines et dépourvu de branches, luisait dans la pénombre. Les deux Juliettes applaudirent et les deux mères tombèrent avec des sanglots étouffés dans les bras l'une de l'autre. « Oh, tu as reçu ta Luide !» s'émerveilla Mathieu, oubliant aussitôt sa condition tragique. « Est-ce que l'arbre brille dans le noir ?» À cet instant, la voix de monsieur le sous-consul de Darnard retentit comme un rugissement informe depuis l'autre bout du manoir. Mathieu reconnut un instant plus tard celle de maître Magimel qui disait distinctement « Le contrat est formel. Ou bien vous cédez, ou bien vous libérez votre fils de votre autorité. » Madame Hidalphe et Chapelier échangèrent un regard soucieux. « Une nouvelle bêtise ?» chuchota Pierre à l'oreille de Mathieu. « Tu te souviens de celle de mes 8 ans ?»« Oh, bien sûr !» s'exclama Pierre avec un mélange de gravité et d'admiration. « Qui l'a oublié ?» Je ne me souviens même plus quelle voix j'ai fait. « Eh bien, assura Mathieu suffisamment fort pour être entendu de sa mère, ce n'est rien à côté de ce que j'ai préparé pour cette année. Je n'ai plus 8 ans, je te prie de le croire. » Monsieur Hidalphe entra dans le vestibule d'un air si furieux que personne n'osa lui signaler qu'il avait oublié sa perruque en forme de salade. Le sous-consul passa d'une traite devant ses enfants et lança d'une voix rauque. « En direction au château du lac, et le premier qui moufte, est envoyé comme page au service des ogres à jeun, jusqu'à la fin de sa courte vie, surtout s'il s'appelle Mathieu et fête ses 10 ans aujourd'hui. » Devant le carrosse, Madame Hidalphe et Chapelier improvisèrent un concert de lamentation en embrassant Pierre et Mathieu. « Et dire qu'il y a encore un an, bredouillait Madame Hidalphe, je lisais au petit Pierre les contes de ma grand-mère édentée. Aujourd'hui, il s'apprête à intégrer l'école la plus dangereuse du royaume. Et dire que le petit Mathieu, bredouillait Madame Chapelier, qui a 2 ans de moins que mon Pierrot, va essayer d'obtenir une dérogation pour y entrer dès l'année prochaine. »« Et moi aussi, intervint Juliette Derain, perchée sur ses 6 ans, je veux y entrer quand je serai grande. »« Toi !» s'écria Mathieu révolté. « Mais toi, tu ne seras jamais grande et tu es une fille. Tu feras de la danse comme Juliette d'Or. » Monsieur Hidalphe assistait à ces émotions intempestives avec la sensibilité d'un fer à cheval. Il épiait d'un œil torve le chapeau aux ailes de buse de Madame Chapelier qu'il considérait comme une injure au bon goût, surtout en comparaison de son costume rouge flanqué d'un gigantesque H doré. Il se disait qu'il avait pu enfermer Mathieu. Il se disait s'il avait pu... Attends, je bug là. Il se disait que s'il avait pu enfermer Mathieu dans un donjon le jour de sa naissance, sa vie aurait été bien différente. Mais la loi de Madame Hidalphe l'avait empêché de sévir. Quand les au revoir s'achevèrent enfin et que Madame Hidalphe eut séparé Mathieu de la petite Juliette, le carrosse rouge de la famille s'élança dans l'allée du manoir, longeant la mer agitée. Il est inutile de décrire l'atmosphère qui régnait à bord. Monsieur Hidalphe, respirant avec difficulté tant il était furieux, siégeait sur la banquette tournant le dos à la route entre Mathieu et Pierre, eux-mêmes assis en face de Madame Hidalphe et les 2 Juliettes. Et entre les 2 banquettes, reniflant comme un monstre qu'il était, Bouche-Tout avait réussi à disposer ses 4 museaux baveux sur le plancher. Le pauvre chien, comme s'il avait compris qu'il valait mieux se faire oublier, tâchait de fermer ses 8 paupières. Mathieu souriait dans le vide, en se penchant tantôt pour voir la tête que faisait son père, tantôt pour admirer l'arbre sans branches cousu sur l'uniforme de Pierre. Il avait hâte d'arriver pour lui poser 1000 questions et pour lui révéler ses projets d'avenir. Ah, si seulement il avait eu un âge utile. Dès son retour, il saisirait maître Magimel pour faire un procès à la loi et entrer sans délai à l'école de l'élite. Aux yeux noircis de colère de M. Rigord Hidalphe, la situation était épouvantable. Son fils l'accompagnait au château.
Il venait de se rendre compte qu'il avait oublié sa perruque réalisée sur mesure par un orfèvre du royaume, et il allait retrouver le consul de Darnard, qui lui avait vivement recommandé de laisser derrière lui les éléments incontrôlables de la famille. Si on lui avait proposé de parier son manoir contre 100 diamantors en lui disant « Votre voyage pourrait être pire », il n'aurait pas hésité, car il n'avait aucune imagination. Mais Bouchetou, le chien à quatre pattes, avait 4 fois plus d'imagination qu'un chien ordinaire, et au détour d'un virage, le malheureux animal eut l'idée de régurgiter la perruque de M. Hidalf, qu'il avait avalée par inadvertance en traversant le salon. Pendant une seconde, tout le monde se dévisagea sans oser baisser les yeux. Papa, pourquoi avoir mis votre perruque sur vos chaussures s'étonna Juliette Desreins en inclinant la tête. Monsieur Hidalf se leva si vite qu'il s'écrasa le crâne contre le plafond. Il descendit furieux du carrosse pour jeter ses bottes souillées dans la nature et en emprunter d'autres à un officier. On l'entendit hurler jusqu'en haute mer. À son retour, Mathieu voulut détendre l'atmosphère. « Pauvre Bouchetou, dit-il. Il est vraiment malade, hein. Nous aurions dû le laisser à la maison. » Et Madame Hidalf dut empêcher son mari d'étrangler son fils. Le reste du voyage fut rythmé par les plaintes dissonantes du sous-consul qui répétait « Impossible de retourner au manoir, impossible! Et le jour de l'anniversaire du roi, tous les commerces sont fermés, je vais devoir emprunter les chaussures, oh quelle honte! Je vais devoir emprunter une perruque, quelle opprobre! Je vais faire décapiter ce chien !» Parvenus devant le château du lac de la cité de Darnard, Mathieu et Pierre admirèrent les sculptures des 30 Élitiens en service, droits comme des êtres effroyables. Les Élitiens étaient des figures tout à fait particulières du royaume. Ils n'étaient pas des soldats, ils n'étaient pas des politiciens, ils n'étaient pas de vulgaires justiciers au service de la couronne, non. Personne, absolument personne, n'avait le pouvoir de donner le plus petit ordre à un Élitien. Le roi Abélard, dit le grand Busier, régnait sur l'ensemble du royaume astrien. Chacune des cités du royaume était dirigée par un consul et un sous-consul dévoué au roi. Les 2 plus grandes cités étaient Soleil, où logeait le grand Busier, et Darnard, où logeait M. Hidalf et sa triste progéniture. Si M. Hidalf n'avait rien contre le royaume, il détestait pourtant les habitants de Soleil, et se considérait comme un Darnois bien avant de se considérer comme un Astrien. Quant aux Élitiens, sombres, discrets, formés aux missions les plus périlleuses, ils étaient à la fois moins influents qu'un consul et plus puissants que le roi lui-même. Ils étaient les seuls et uniques sujets du royaume à ne pas être soumis aux lois. En effet, seuls les Élitiens pouvaient juger un autre Élitien, et les rois téméraires qui avaient essayé de se débarrasser de l'élite l'avaient amèrement regretté. Devenir Élitien était le rêve de tout Astrien, qu'il soit né à Darnard, à Soleil ou ailleurs. Il n'y avait qu'un seul moyen de le devenir, être accepté à l'école la plus difficile et la plus chère qui soit, y réaliser une multitude de prouesses, ne pas être renvoyé par l'effroyable directrice adjointe, et survivre assez longtemps pour faire partie un jour des 30 héros du royaume. Derrière Mathieu et Pierre, Juliette Desreins essayait de se frayer un chemin, tandis que son grand frère montrait du doigt ses Élitiens préférés, le célèbre capitaine Louis Serrat et le robuste Robin Tilleul. Depuis sa plus tendre enfance, Mathieu dépensait des fortunes dans les albums images de l'élite. Grâce aux petites vignettes achetées dans les papeteries du royaume, il connaissait le visage et le caractère de chaque Élicien. Aucune image vieille de plus d'1 mois ne manquait à sa collection, sauf une. Mais il s'était résigné à ne jamais la posséder depuis que son père lui avait longuement expliqué que cette image mystérieuse avait été tirée à 10 exemplaires seulement, puis interdite par la censure royale, qui en avait récupéré et détruit 9. Un jour, intervint la petite Juliette Desreins, j'aurai ma statue, moi aussi, sur la façade du château du lac, et je serai la première fille élitienne. Ou alors, proposa Mathieu, tu auras ta statue dans un champ, et tu seras la première fille épouvantail. Les 2 enfants en vinrent main sous l'œil consterné de M. Hidalf, qui rêva une seconde que la mer franchit la digue pour les avaler. Le vieux consul de Darnard, Armémon du lac, qui détestait l'orage, les enfants, les chiens et les chouettes, se tournait les pouces malgré son arthrite, assis dans un fauteuil à bascule, entre 4 nourrices soufflant sur sa tisane. Le vieil homme considéra une par une les 4 têtes de Bouchetou, en écarquillant davantage les yeux noirs à chaque regard.
Son front se plissa comme un journal froissé. Il annonça gravement. « Rigueur, j'ai une mauvaise nouvelle. » Le consul était un homme assez peu démonstratif. La dernière fois qu'il avait annoncé une mauvaise nouvelle, la moitié de Darnard venait de disparaître dans un incendie, si bien que monsieur et madame Idalf se dévisagèrent avec une vive inquiétude. « Une mauvaise nouvelle ?» répéta Rigord. « Une épidémie de peste ?»« Oh, une très mauvaise nouvelle, » précisa le consul. « Et d'ailleurs, possible que l'anniversaire de Sa Majesté soit annulé. » Monsieur Idalf frémit. Madame Idalf imagina une catastrophe et Mathieu s'écria. « Oh, je ne peux pas y croire. Il faut à tout prix trouver une solution. » Armémon du Lac dévoila sa série de dents émoussées, puis il grommela en prenant le bras de monsieur Idalf. « Venez à l'écart. » Le consul et le sous-consul s'éloignèrent sous le regard intrigué de la famille Idalf et de Pierre Chapelier. « Ils ont peut-être découvert mon projet de bêtise, » chuchota Mathieu paniqué. « Comment ont-ils fait pour savoir? Je suis perdu à tout jamais. » À cet instant, le vieil Armémon ordonna de sa voix de ténor. « En route, nous verrons si l'anniversaire est maintenu ou non, une fois sur place. » Le vieillard s'appuya sur le bras de madame Idalf en battant le sol de sa canne, comme s'il cherchait une trappe secrète. Monsieur Idalf entraîna pour sa part Mathieu près d'une fenêtre pour avoir avec lui une petite discussion sérieuse entre grandes personnes responsables. Cela signifiait généralement, aux yeux de Mathieu Idalf, une discussion qui ne le concernait pas. « Mon cher enfant, » commença le sous-consul, « tu as 10 ans aujourd'hui, 10 ans déjà. C'est un grand âge, c'est 3 ans de plus que l'âge de raison chez les enfants normaux. 10 ans, Mathieu, c'est l'âge auquel un père attend beaucoup de son fils. Un âge auquel il peut partager avec lui beaucoup de choses nouvelles, de choses essentielles, de choses. Et cela en vaut la peine. » Mathieu fronça légèrement les sourcils. Il n'était tout de même pas un majeur à 10 ans. « Tu seras sage, » exigea monsieur Idalf. « Comme du potage, » acheva Mathieu. Le sous-consul se redressa en jetant un coup d'œil furtif à son épouse qui s'éloignait au rythme des tâtonnements de la canne d'Armémon du Lac. « Maintenant, écoute-moi bien, espèce d'insupportable garnement. Tu auras droit à ton cheval et à tes autres lubies, soit. Tu prépareras ton entrée à l'école de l'élite, soit. Mais si par malheur, tu dévies du chemin de la politesse une seule fois, durant notre séjour, si une seule fois tu me fais passer encore pour un imbécile, je ferai en sorte de créer une loi qui t'interdise à tout jamais d'avoir 11 ans, et tu resteras toute ta vie au manoir, enfant, à nourrir ton chien stupide et ton cheval boiteux dans ta cellule fermée à quadruple tour, c'est bien compris. » Rigord, appela au loin madame Idalf, nous allons être en retard. « J'arrive !» lança le sous-consul d'une voix mielleuse. « J'arrive !» lança le sous-consul d'une voix mielleuse. Puis il chuchota en fixant Mathieu au fond des yeux. « Une bêtise, l'ombre d'une bêtise, le simulacre d'une bêtise, la rumeur d'une bêtise, l'idée même d'une bêtise, et tout le monde se rappellera le jour de l'anniversaire de Mathieu Idalf comme celui de la plus grosse punition jamais infligée à un enfant, c'est bien compris ?» Mathieu répondit avec un sourire qui effraya son père plus que tout. « Oh, je mesure toutes les conséquences de vos propos, papa, mais merci beaucoup de m'avoir amené avec vous. » Monsieur Idalf et son fils se hâtèrent de rattraper le consul et sa canne musicale. « Alors » demanda Pierre discrètement dès que Mathieu récupéra la laisse rouillée de bouche-tout qu'il fallait traîner comme un sac de pommes de terre à cause de sa migraine. « Je crois qu'il se doute de quelque chose, » révéla Mathieu. « Il m'a promis une punition inimaginable si j'allais jusqu'au bout. »« Tu n'as pas peur ?»« Oh, il n'aura pas l'imagination. » Au milieu d'une salle lugubre, 2 chevaux noirs étaient attelés à un carrosse de verre resplendissant. À quelques pas, un large bassin argenté reflétait un naufrage peint sur le fond. Un vent tourbillonnant, jaillissant de la bouche d'une cheminée monumentale, ébouriffait la crinière des chevaux, déracinant les perruques et arrachait les chapeaux des têtes. Les malheureuses nymphètes chargées de pourvoir cette salle en lumière portaient des armures et ne cessaient de se heurter les unes aux autres dans des bruissements confus d'acier. Mathieu, qui n'était pas ingénieur en magie, mais il se félicitait d'avoir tout compris au système des bassins depuis l'âge le plus tendre,
Il suffisait d'attendre le plus illustre sorcier du royaume, de s'asseoir à bord du carrosse de verre qui s'engouffrait dans l'eau, qui ressortait dans un autre bassin ailleurs, par exemple dans le château du roi. Ce moyen de transport était bien pratique, étant donné l'étendue immense du royaume astrien, constitué en grande majorité de forêts impénétrables. Il fallait aussi plusieurs jours de carrosse pour joindre Darnar et Soleil, les deux villes les plus puissantes du royaume, et à peine une seconde en passant par les bassins magiques, ce qui, contra- ce qui contrariait Mathieu dans cette affaire d'une simplicité déconcertante. C'est que les gens ordinaires ne disposaient pas d'un carrosse de verre. Pardon. Ils sautaient directement dans l'eau argentée. Et Mathieu avait toujours rêvé de sauter directement dans l'eau. Son sinistre père avait, hélas, un avis contraire sur la question. Je peux passer par l'eau puisque c'est mon anniversaire, chuchota Mathieu à l'oreille de sa mère. Non, Mathieu, le règlement est toujours le même. Il est vivement conseillé d'avoir 16 ans révolus. Eh bien, je peux passer avec Juliette Derain, puisque, à nous deux, nous avons exactement 16 ans. La petite Juliette commença à sangloter. Mathieu, j'ai dit non. Alors je peux passer sans Juliette, mais avec Armémon du Lac. Comme ça, elle mourra, et papa deviendra enfin consul à la place du consul. Armémon du Lac avait dû entendre quelque chose, car un de ses sourcils frémit légèrement. Mathieu, Mathieu, intervint M. Hidalf en approchant à grands pas. Connais-tu l'histoire du petit garçon dont le 10e anniversaire s'est soldé par une double fessée déculottée qu'il reçut sur une estrade devant la cour astrienne? Les deux Juliettes crièrent en chœur. Raconte-la nous, papa, raconte-la nous. Avant que les deux sœurs aient fermé la bouche, l'eau argentée se souleva, comme sous la pression d'un monstre. Des éclats aspergèrent la salle, la luminosité diminua violemment, et tout à coup un vieil homme à la barbe bleue, maigre, comme une épée, d'une élégance rare, apparut à la surface de l'eau. Ses yeux saillants illuminaient un visage préoccupé. C'était c'est-à-dire Origan, en personne. Mathieu et Pierre ouvrirent frénétiquement leur album de l'élite astrienne pour comparer la silhouette avec l'image qu'ils possédaient du sorcier. C'est-à-dire Origon était le plus célèbre des mages du royaume, bien qu'il fût un des plus discrets. On disait que les élitiens eux-mêmes se fiaient à lui comme à une horloge, et peu d'hommes dans le royaume pouvaient se vanter d'obtenir une entrevue avec Louis Serra, le capitaine de l'élite, en disant seulement un mot. Le sorcier jeta un coup d'œil pénétrant à la petite assemblée et annonça à l'intention du consul de Darnar. « Nous sommes pressés, Hermémon. L'anniversaire du roi est maintenu, mais le pire est envisagé. » « Oh, quel soulagement !» s'exclama Mathieu. C'est-à-dire Origon posa un instant son regard bleu sur lui, tandis qu'un domestique fermait les portes de verre du carrosse sur les voyageurs. Les deux chevaux noirs tirèrent le véhicule dans l'eau. Mathieu, debout, les encourageait bruyamment en tapant sur la vitre. Le carrosse s'engouffra dans les profondeurs, tout s'assombrit, puis les passagers se sentirent brusquement tirés vers le haut.